Donc, en même temps, c'est un épisode où on lance un appel. Si vous avez ces chiffres-là, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais sur l'alimentation vivante en particulier, on manque de données scientifiques et combien de personnes qui mangent des céréales on pourrait nourrir avec ça en fait? On est à ras les pâquerettes des chaînes alimentaires, on peut pas être plus bas en fait. Donc c'est extrêmement vertueux au niveau CO2. Moi, ça va faire plus de 30 ans que je fais mon compost. Donc, qu'est-ce qui se passe en Amérique centrale? On déforeste pour planter des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés d'agaves. Et je connais certains clients qui sont pas très contents que les mangues n'arrivent que en juillet. Ça, c'est moi. Je vais pas tirer à boulet rouge sur la politique, mais il y a quand même une inertie considérable par rapport aux prises de décision, je trouve. Enfin, même si je trouve que ça bouge quand même plus vite qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est un sujet complètement ouvert et n'hésitez pas à nous filer des infos si vous en avez pour qu'on vous propose après quelque chose qui soit beaucoup plus construit et sourcé. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Bonjour Eric. Salut Aurélie. Nouvel épisode et dernier de cette première saison. Le dernier, ouais. On n'était pas d'accord sur plein de choses sur cet épisode-là. Ouais. On n'était pas d'accord sur la façon d'aborder les choses. On est sur du contenu un peu militant, donc voilà. C'est ça. Toi, tu montes un peu dans les tours, mais là, c'était pas le but. En fait, c'est un épisode où on s'est posé la question si on le faisait ou pas, parce que on a du mal à trouver les chiffres qu'on voudrait. Donc, en même temps, c'est un épisode où on lance un appel. Si vous avez ces chiffres-là, n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, l'épisode, c'est l'impact environnemental de l'alimentation vivante. Oui. Alors, pourquoi on fait cet épisode-là? Parce qu'en fait, c'est pas que bénéfique pour la santé de manger vivant, et parce que souvent, on nous fait des reproches du genre, vous prenez des fruits exotiques, donc ça vient de loin. Oui, oui. Voilà. Donc, nous, on n'est pas parfait. Par contre, on essaye de faire au mieux. Donc, des fois, il y a dans les choix qu'on fait, on a des valeurs qui s'opposent. Je pense par exemple à la spiruline. Donc, il a fallu qu'on choisisse entre prendre local ou privilégier la qualité. On a privilégié la qualité, du coup, on l'a pris de loin. Complètement. Et en fait, moi, en préparant cet épisode, je me suis mis en recherche d'informations et j'ai trouvé des infos que je connaissais pas, en fait. Il y a une info notamment qui oppose les personnes qui mangent de tout localement et les personnes qui ont une alimentation végétale et qui prennent, comme tu viens de dire, des choses qui viennent de plus loin. En fait, la balance est très largement en faveur des personnes qui ont plutôt une alimentation végétale plutôt que ceux qui ont une alimentation très locale. Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit. Mais c'est délicat de faire cet épisode parce qu'on tombe souvent sur des aberrations. Comme par exemple, je prends une autre aberration, c'est on a des besoins protéiques. Pendant longtemps, on a dit que les protéines végétales ne suffisaient pas et qu'en plus, par exemple, les poissons, il y avait autre chose qu'on trouvait pas dans les végétaux, comme les oméga 3, comme le collagène, plein de choses comme ça. Donc, on va vers du saumon soi-disant sauvage. Et quand on voit comment il est élevé, c'est juste une catastrophe environnementale. On arrive forcément sur des choses polémiques et tout, ce qui est pas, on n'aime pas trop faire ça. Déjà, toi et moi, moi, j'ai une tendance un peu plus forte que toi là-dedans, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est de souligner ce qui est vertueux. En même temps, j'ai cherché des indicateurs. Alors, les deux seuls indicateurs qu'on a en notre possession aujourd'hui, c'est le CO2 et l'eau, en fait, et le plastique, pardon, trois. C'est un petit peu les trois indicateurs mais il n'y a pas d'études sur ça. Il y a pas ça. Il y a des études sur l'alimentation végétale et l'alimentation traditionnelle, mais sur l'alimentation vivante en particulier, on manque de données scientifiques et voilà, je pense. Et puis je pense que c'est des recherches qui sont
qui vont dans une espèce d'air du temps et que les volontés politiques sont pas forcément pour aller analyser, par exemple, la qualité des sols. Oui. L'eau, ils ont été un peu pris au dépourvu parce que c'est des privés qui ont commencé à faire des enquêtes, des privés qui avaient des audiences assez grandes, comme par exemple Hugo Clément. Complètement, oui. Et vu que c'est mis publiquement, après on en parle et ils sont quelque part obligés de s'emparer du sujet. Tout à fait, ouais. Donc je te dis un petit peu comment on avait structuré cet épisode-là. Donc l'empreinte carbone des régimes alimentaires. Donc là, lâche-toi, tu peux comparer les régimes alimentaires. Oui. Alors l'empreinte, en fait, moi je vais raconter une histoire, en fait, une petite histoire qui m'est arrivée quand je travaillais à Bio Bourgogne comme conseiller pour des agriculteurs qui se convertissent en bio. Un jour, je suis arrivé sur une ferme où il y avait 14 vaches. C'était une petite ferme. Je suis arrivé, je me rappelle, c'était à l'automne. Et je discute avec l'agriculteur et il m'explique que pour ces 14 vaches, il y avait 2 silos qui faisaient, je pense, 20 mètres de haut. Il m'a dit, on vient de les remplir. Et ça, c'est pour l'hiver, en fait. Et tu vois, en fait, des fois, on donne des chiffres, mais là, j'avais un truc qui était très concret. J'avais 14 vaches qui allaient devoir être nourries en hiver. Et à côté, j'avais 2 silos qui faisaient 20 mètres de haut. Et en fait, je me suis dit, mais c'est dingue. Combien de personnes qui mangent des céréales on pourrait nourrir avec ça, en fait, par rapport à ces 14 vaches. Et en fait, bon, il y a énormément de choses qui sont sorties ces dernières années sur l'empreinte carbone de l'alimentation traditionnelle et en particulier d'une alimentation dans laquelle on inclut des produits animaux. Et c'est de loin beaucoup plus lourd que le transport qui est utilisé pour faire venir certains produits de loin. Bien sûr, si on ne fait pas tout venir par avion, mais nous, en particulier à Biovie, on fait venir des fruits du sud de l'Espagne. C'est comme tu dis, on s'arrange un peu comme on peut. On aime bien ces fruits-là et on les prend dans cette saison-là. Donc il y a beaucoup de data sur ça en fait, qui sortent là-dessus. Après, là, on est plutôt sur l'alimentation végétale, pas sur l'alimentation vivante. Mais il y a beaucoup de données. Moi, ce que j'entends en filigrane dans ce que tu dis, par rapport à cette histoire en fait, c'est la chaîne alimentaire et la transformation qui fait que ça coûte de l'énergie et que ça amène à de la pollution. Comme tu dis, si tu manges directement les céréales en les préparant bien, plutôt que nourrir des vaches qui après vont devoir consommer et après les amener à l'abattoir et ceci et cela, les modes de conservation. En fait, si on veut vraiment réduire son empreinte carbone, c'est éviter les aliments qui sont ultra transformés. La viande, c'est un aliment qui est ultra transformé. Et pour fabriquer 1 kilo de viande, un animal consomme 10 à 12 kilos de graines que nous, on pourrait... En fait, c'est comment dire... en alimentation vivante, je veux dire toujours, on est à ras les pâquerettes. C'est-à-dire qu'on va s'alimenter avec des légumes il n'y a pas on est sur le niveau 0 avec les algues aussi les algues. Oui, là, c'est ce que tu me disais en off, c'est que tu voulais vraiment faire un focus sur les algues. Oui, parce que les algues, on est sur ce que j'appelle le niveau 0, quoi. On est à ras les pâquerettes des chaînes alimentaires. On peut pas être plus bas, en fait. Le premier niveau, c'est de l'herbe, des algues, c'est tout ce qui est basique. Après, il y a des animaux qui mangent et des autres animaux et tout ce qu'on apprend quand on est en primaire, la fameuse pyramide et compagnie, dont on pourrait parler très longuement, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on s'alimente avec un niveau très basique. Les graines germées, les algues, on est à ras les pâquerettes de la chaîne alimentaire. Donc, c'est extrêmement vertueux au niveau CO2 et on pourrait nourrir des milliards de personnes en allant chercher ces protéines-là, quoi. Alors que si il y a de plus en plus de personnes qui viennent mettre une pression sur l'environnement en mangeant de plus en plus de produits animaux, qui demandent des grandes surfaces, et puis enfin voilà, pour produire du soja qui doivent nourrir les animaux, etc. Là, on atteint une limite en fait. Et moi, j'invite les personnes. Il y a Hugo Clément qui a fait la partie française du film Eating Our Way to Extinction. C'est Manger nous mènera à l'extinction. On peut le mettre en descriptif là où vous chercherez sur YouTube, c'est gratuit. Et là, il y a beaucoup de chiffres par rapport à ça. Donc, ce que je voulais dire juste, c'est que pour nourrir les êtres humains, en fait, le type d'alimentation que nous on adopte, même si on inclut les transports, est beaucoup plus vertueux et il y a pas de limite, quoi. Si on avait, en fait, les algues, c'est juste qu'on a une ressource
qui est peu exploité. C'est dommage. On s'en sert pas beaucoup par rapport à ce qu'il y a sur le littoral. Quand on est en Asie, on trouve des algues partout. Les Asiatiques ont intégré les algues comme protéines dans leur alimentation de façon régulière, mais pas nous en Occident. Donc il y a encore une histoire de mindset, et je pense que on en a déjà largement parlé, mais les algues ont quand même une connotation négative de pollution avec les marées vertes. Oui, c'est là où c'est pollué, on trouve des algues. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que, justement, c'est là où comme il y a... sur les champignons, en fait, c'est pareil. Oui, c'est que là où il y a trop de nitrates, qui est quelque chose qui vient quand il y a trop d'abattoirs qui sont dans le secteur, les algues, ça leur fait de la nourriture pour elles, donc elles se développent à cet endroit-là. C'est juste ça. Mais je pense qu'on est sur un mode d'alimentation qui est le plus vertueux possible. Je dis même en incluant les transports qui sont beaucoup moins coûteux. De fruits exotiques. Ouais, de fruits exotiques. Alors nous, on fait en Europe, mais qui sont beaucoup moins polluants que l'alimentation animale, en tout cas. Donc en fait, si on compare les régimes alimentaires, on pourrait dire que celui-là est le plus vertueux. Alors on parle pas de l'alimentation végane ultra transformée évidemment, mais vraiment l'alimentation vivante. Il y a moins de gaspillage d'eau. Oui. Il y a des pratiques normalement agricoles qui sont vertueuses aussi parce que c'est pas de la culture intensive, mais c'est plus de la polyculture, de la permaculture, de l'agroforesterie. Parce que la vitalité des aliments vient aussi par une sorte de synergie de comment ils grandissent les uns avec les autres. C'est clair. Après, il y a une réduction des déchets alimentaires aussi. Alors très clairement, les emballages. Voilà, très clairement, nous. Alors après ça, c'est notre pratique, mais je pense que quand on est en alimentation vivante, on va aller quand même, on va se réapproprier ce que faisaient nos grands-parents en fait. Nos grands-parents mes grands-parents à moi même, je me souviens, ils avaient pas tout ce système d'emballage. Ils avaient leur jardin, ils transformaient chez eux, ils achetaient des légumes, des fruits et ils préparaient en fait. Et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on se réapproprie parce qu'au moins c'est ce qu'on a. Et dans ces cas-là, on achète du vrac ou on achète sur les marchés ou on achète auprès des producteurs directement. Et là, il n'y a pas tout ce plastique, toute cette chaîne alimentaire avec ces emballages, quoi. Donc, ça, c'est aussi un impact important, surtout dans les... Et après, là, quand on parle des déchets, donc on touche à cette incohérence qui dit que, tu sais, en fait, c'est juste de la façade quand on te demande de trier dans la poubelle jaune, dans la poubelle noire, de mettre le verre à part, les déchets alimentaires. Mais en fait, les déchets alimentaires qui sont compostables, ça, tu peux pas l'enlever parce que de la terre, tu la brûles, ça reste de la terre en fait, donc ça passe pas quelque part, ça passe pas dans les incinérateurs. Ouais. Et c'est important. Il y a de plus en plus d'initiatives de communes qui mettent des composteurs, collectifs. Là, quand tu étais allé en Allemagne, il y avait un grand salon très innovant là. Oui, où il y avait énormément de. Ouais. Alors, comment ça s'appelait? C'était des. Il y avait autre anecdote, c'est que il y avait un stand coréen. Donc en Corée, ils sont incroyables par rapport aux déchets parce qu'en fait, c'est un pays qui est très très densément peuplé et en fait, ils cherchent des solutions partout. Et en fait, il y avait une entreprise très innovante qui avait un composteur je vais pas dire de poche, un composteur comme ça dans la cuisine. Et le gars, il me dit, ce qu'on met le vendredi, le lundi, c'est composté parce qu'en fait, ils ensemencent avec des bactéries, il y a de l'oxygène qui rentre, il y a un petit truc qui tourne très lentement. Et j'ai trouvé ça dingue. Il y a des solutions, en tout cas pour ça. Qui voit le jour petit à petit. Voilà, j'imagine que toi, tu composes depuis que t'es né, quoi. Enfin, oui, là où j'ai grandi. Avec là où t'as grandi. Moi, ça va faire plus de 30 ans que je fais mon compost. Et voilà, enfin, ça c'est intégré. Et voilà, on a de plus en plus de composteurs en bas des immeubles. Enfin, c'est une pratique qui devient quand même plus fréquente, quoi. Et un aspect dont on parle pas souvent, on n'y pense pas en premier sur l'impact environnemental, c'est que le but de l'alimentation vivante, c'est de manger diversifié. Oui. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des problèmes au niveau environnemental? C'est quand, par exemple, il y a un produit à la mode. Au hasard, il y en a plusieurs, mais je vais prendre au hasard le sirop d'agave. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe en Amérique centrale? On déforeste pour planter des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés d'agave, en sachant que la plante d'agave, pour repousser, met 15 ans. Oui. Alors ça, c'est une catastrophe, en fait. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas prendre un seul aliment. C'est-à-dire, vous prenez du yacon, de l'agave, du miel, du coco. De varier au maximum pour justement éviter parce qu'après, c'est une question de rentabilité et de répondre à la demande. Si tout le monde se met du jour au lendemain à consommer de l'alfalfa, je sais que c'est ton rêve, mais quand même, ça voudrait dire, tu vois, que vu que ça deviendrait très, très, très populaire et qu'on voudrait surtout pas
arrêter ce marché-là, passer à côté de ce marché-là, la rentabilité de ce marché-là, et ben ça demanderait peut-être, ce serait peut-être Au détriment. au détriment de la biodiversité. Nous, on a le cas, par exemple, avec nos noix de cajou, où les gens comprennent pas, en fait. On respecte ou les noix de coco aussi. On respecte une saisonnalité qui fait qu'on peut pas, on assume complètement ce côté-là. On perd beaucoup de clients à cause de ça. Mais les produits sont là quand c'est cueilli à maturité et bien transformé. Du coup, on n'en a pas toute l'année. Oui, tout à fait. Ou alors les prix varient, quoi. Ou alors les prix varient. On sait très bien qu'à un moment donné, c'est beaucoup trop cher et qu'on n'a pas envie de vendre des cocos à 6 € la coco. Et je connais certains clients qui sont pas très contents que les mangues n'arrivent que en juillet, par exemple. Ça, c'est moi. Elle aimerait bien que les mangues soient là dès février, quoi. Voilà. Mais non, mais c'est important de parler de ça aussi parce que c'est vrai que on a le cas avec la banane, on a le cas, on en parle beaucoup en ce moment, c'est avec l'avocat. La consommation d'avocat a triplé en 10 ans. Ils ont du mal à faire face et du coup, ça fait qu'est-ce qui se passe quand on fait pas face à la demande, quand on sait pas dire non, on propose quelque chose qui est de moindre qualité et qui a des fois des impacts. Petite parenthèse sur l'avocat où il y a, enfin en fait il y a quand même des idées reçues qui tournent entre les transports, tout ça, des grosses idées reçues sur les avocats, en tout cas sur les avocats espagnols. Moi, quand on est allé voir notre producteur, il est à Salobreña, à 1 heure de Malaga. Je dis, mais tu sais, il y a beaucoup de comment on appelle ça, des légendes urbaines sur l'avocat. C'est un gros consommateur d'eau, etc. Et en fait, alors mais je pense pas qu'on l'ait fait là. Enfin, je sais pas si on a fait la vidéo. En tout cas, on l'a pas publié. Il y avait un cours d'eau de 1 mètre de large qui passait sur la parcelle, quoi. En fait, ils ont toute l'eau qui arrive, des fontes, des fontes des neiges. On voit les sommets enneigés derrière les parcelles. Donc, il y a aussi des histoires en tout cas, l'avocat espagnol, là où, je parle pas de celui d'Almeria. Je parle pas d'Almeria. Hein. Almeria, c'est autre chose. C'est un espèce d'énorme serre géante. Mais en tout cas, ceux que nous on fait venir, on a fait attention à ce que ce soit des avocats qui sont dans une zone qui soit bien irriguée, quoi. Donc, il y a aussi des solutions, quoi, par rapport à ça. Et après, il y a un autre, pour baisser l'impact environnemental, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on en avait parlé un petit peu dans différents épisodes, c'est la mutualisation. Oui, c'est qu'on encourage. Voilà, c'est encourager la mutualisation et l'économie locale, c'est-à-dire que plutôt que tous faire ses petites tomates dans son coin et d'en jeter la moitié parce que ceci, parce que cela, il y en a un qui est chargé de faire les tomates, l'autre qui est chargé de faire les courges, l'autre qui achète en grosse quantité les amandes. Et en fait, il y a une sorte de mutualisation qui est aussi qui aide en fait à éviter le gaspillage. Donc les achats groupés qu'on encourage Exactement. aussi, avec qui sont tout à fait possibles. Ouais. Donc tout ce qui est initiative communautaire, coopérative, comme tu disais, achats groupés, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Est-ce que tu aurais des choses à aborder? En plus, j'avais dit d'avance que c'était un épisode qui était plus court que les autres. C'est plus une amorce où là, on est vraiment en recherche d'informations supplémentaires. Donc, vous avez quelques mois pour nous envoyer les infos que vous avez de votre côté. Non, en fait, voilà, on trouve, il y a quand même une grosse prise de conscience scientifique et collective par rapport à des dérives dans lesquelles on est, dans lesquelles on continue, enfin, nos générations continuent d'aller sur mais on a un impact énormissime parce qu'on met dans notre assiette plus que dans l'urne qu'on va mettre dans le bulletin, quoi. Je veux dire, la politique, ça, je veux pas tirer à boulet rouge sur la politique, mais il y a quand même une inertie considérable par rapport aux prises de décision, je trouve. Enfin, même si je trouve que ça bouge quand même plus vite qu'à 20 ou 30 ans. Mais en fait, on a un vrai pouvoir de consommateur, en fait. Et c'est Coluche qui disait, s'il savait que... Grand végétarien devant l'éternel, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. S'il savait, si seulement il savait que si on les achetait plus, ça se vendait pas. Enfin, il y avait une phrase comme ça, bien connue. Mais voilà, en fait, si on contribue pas à ce qu'on dénonce, le truc va avoir moins de poids, quoi. Et en fait, c'est des sommes de petites actions individuelles, chacun, qui fait que les choses évoluent, et puis ça évolue à un niveau social. Et parfois, il y a des prises de conscience qui sont un peu violentes.
Sur l'eau, là, je trouve qu'en France, Mm. ça bouge beaucoup, en très peu de temps. Ça a été très inerte, hein, pendant 20 Ouais, mais alors ans, là, c'est 25 ans, et là, d'un coup, c'est, voilà, ouais, comme si le sujet était mûr ouais, et ça sort. clairement, ça m'a Mm. impressionné là, toutes ces polémiques autour de l'eau. Enfin, nous, on filtre l'eau depuis des dizaines d'années, et là, d'un seul coup, ça devient l'urgence du moment. Donc voilà, donc c'est un sujet que je trouve, enfin, qu'on amorce, mais qui est ouvert en fait, Oui, hein, c'est un sujet complètement ouvert et qui est n'hésitez ouvert. pas à nous filer des infos si vous en avez pour qu'on vous propose après quelque chose qui soit beaucoup plus construit et sourcé. Voilà, donc on va apprécier les commentaires. Si vous avez des suggestions, des idées, avec grand plaisir. Euh, voilà ce qu'on voulait dire sur cet épisode. Je ne vais pas faire une transition pour le prochain épisode puisque là, c'est le dernier de cette saison, de cette C'est ça? première saison. On va tout faire pour qu'il y ait une deuxième saison qui existe parce que on en a profité d'avoir, avec tous vos commentaires, vos retours, les questions que vous nous posez, au retour aussi aux newsletters que vous pouvez retrouver toutes les semaines le vendredi dans votre boîte mail. Avec tout ça, on a de quoi faire une seconde saison, donc on espère qu'on aura le temps, la disponibilité, parce qu'un podcast, il faut savoir, c'est chercher les sujets, être à l'aise à l'oral, l'enregistrer, le monter, le distribuer, donc ça demande quand même D'énergie, ouais. pas mal d'énergie. Nous, on aime bien cet exercice-là. Ouais, c'est Voilà. très très agréable. Donc voilà, c'était on avait amorcé ça en tant que prestataire avec Nutri Radio, ouais. Nutri Radio, et là on a dit allez, on va lancer le nôtre parce qu'on avait quand même pas mal de choses à partager. En attendant la nouvelle saison, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, je crois. Il y en a pas un où on n'est pas présent. Ah Ouais, si, on n'est pas présent sur Twitter, mais ça c'est un choix. ouais, ça c'est un Voilà. choix qu'on Mais donc sur assume. LinkedIn, sur Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest, Pinterest, on est vraiment présent partout. YouTube. Je l'ai dit. Ah, Avec donc des contenus différents suivant le média. Et merci beaucoup pour les retours. Telegram. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. On a un groupe privilégié sur Telegram et la fameuse newsletter qui part toutes les semaines. Sur Telegram, c'est des gens qui ont envie de savoir un peu nos coulisses, nous d'entrepreneurs. Donc on met des avant-premières aussi de on met produits. des avant-premières de produits, on met des petites vidéos quand on est en voyage, les personnes qu'on rencontre, on fait des sondages. Voilà, il y a beaucoup, c'est très très vivant. Donc voilà, on mettra le groupe Telegram qui est actif, et voilà, moi je trouve ça, c'était une belle initiative qu'on a faite, et il y a un vrai engouement autour. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on a un petit projet qui est annexe au podcast par rapport justement à toutes les questions qu'on a eues, toutes les références dont on a parlé, les recettes qu'on a dit, des choses où on a dit on ira un peu plus loin plus tard. On a comme projet de prévoir un e-book qui sera un peu un fil conducteur de ces podcasts où on vous partagera des références de livres, des recettes. Ce sera un peu des ressources, un guide pratique des ressources pour ceux qui veulent aller plus loin. Eh ben super. À très bientôt en tout cas.